Chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Iris Alexé, fondatrice et présidente de l'association Novapolis, qui s'occupe notamment de l'intégration des migrants en Roumanie. Iris Alexé, bonsoir. Bonsoir à vous. Parlons donc de ces migrants qui arrivent en Roumanie. Quelle est la situation actuelle? D'où viennent-ils principalement et comment les choses se passent avec eux actuellement? On peut dire que la Roumanie est un pays de transit, mais il se transforme de tous les jours en un pays Toujours d'accueil. plus. Un pays d'accueil devient toujours plus un pays d'accueil. Oui, pour les migrants. Comme c'était d'autres pays de l'Ouest d'Europe. Et maintenant, nous avons presque 180 000, 180 000, oui. Oui, de migrants en Roumanie. Sont des citoyens étrangers. Donc, hors Union européenne. Oui, hors Union européenne. De pays tiers. De pays tiers, 180 000. De pays tiers sont 80 000. Ah, pardon. 80 000 et de l'Union européenne sont 100 000. Oui. Et sont des personnes qui viennent en Roumanie pour étudier, pour travailler, pour être avec sa famille. Et aussi, nous avons des migrants qui cherchent des refuges en Roumanie, le réfugié, ou les personnes qui font des applications pour l'asile politique. Oui. On peut dire que sur la route de Balkans, nous avons 12 000, l'année antérieure, nous avons réactivé la route de migration migratoire de Balkans et nous avons beaucoup de personnes qui ont sollicité d'asile en Roumanie. C'était le plusieurs numéro le plus grand nombre, oui. De 10 ans. Oui. 10 ans. Ah oui. Oui, c'était 60 000, plus que 60 000. D'accord. Donc l'année dernière, c'était le plus grand nombre de migrants qui ont demandé l'asile politique sur les 10 dernières années. Oui, parce que la route de Balkans s'est réactivée et presque 8%, c'était de l'est de Roumanie sur le Timișoara, la frontière Roumanie-Serbie. Ah oui, plus de 80%, c'est ça, hein? 80%, c'était au niveau de Timișoara avec la frontière serbe. Dans un entretien récent, vous disiez qu'avoir été agréablement surprise par l'attitude, précisément là-bas à Timișoara, plutôt positive des communautés locales. En tout cas, je pense que c'était à Timișoara, vous faisiez référence... C'était à Constanța. Ah, à Constanța, bon, excusez-moi. Dans l'autre part du pays. D'accord. Voilà, de ces communautés locales, donc notamment à Constanța. D'abord, comment l'expliquez-vous, le fait qu'il y ait quand même un accueil plutôt positif, et pensez-vous que dans son ensemble, la Roumanie pourrait être un véritable pays d'accueil? Oui, je voulais vous dire, mon réponse, c'est un peu de deux directions. La première direction, c'est que les études qu'on fait sur l'opinion publique en Roumanie montrent que nous avons une opinion publique favorable sur l'accueil de migrants. Et ça, c'est bien. Ce qui n'est pas le cas dans
dans beaucoup de pays. D'autres pays de l'Est, notamment. Oui, oui, ça c'est bien parce que on a, comment dire, framework. Oui, vous avez le contexte favorable. Oui, le contexte favorable. Et je parlais de Constanța, c'est une région un peu différente. Qui est habitué historiquement. Oui, historiquement, parce qu'il y a beaucoup de minorités et beaucoup des autres communautés existant en avant depuis. Et aussi, nous avons une route migratoire un peu spécifique. C'est la migration sur la mer. OK, on n'a pas eu beaucoup de migrants qui ont venu sur la mer Noire parce que la mer Noire est aussi une mer très agitée. Mais on a eu en 2017 la dernière... En 2017? Oui, 17, oui, 17 qu'on a eu la migration sur la mer, 500 personnes qui ont venu sur la... 500 personnes, oui. Et c'est pour ça... Sinon, ils passent plutôt pour aller... C'est-à-dire qu'ils passent par la Turquie. Par la Bulgarie. Oui, ils viennent surtout de Turquie. Oui, ils viennent surtout de Turquie et ils sont de Syriens. Des Syriens, surtout. Oui, parce que Roumanie a un accord un accord avec la Bulgarie et beaucoup de les personnes qui viennent de traverser la frontière en Roumanie, ils sont rentrés en Bulgarie. Oui, et c'est pour ça beaucoup de gens aussi traversent continuent de journée et ils cherchent de traverser la Roumanie sur la frontière de Serbie, de Timișoara, comme je vous avais dit. Retournons à la question que vous avez posée. C'est vrai. Nous avons des événements où on parlait avec les gens dans la marché. Oui, au marché, oui. Et c'était très agréable parce que les gens étaient très curieux. Ils voulaient comprendre, oui. Parce que ils ont déjà vu des personnes étrangères, des migrants qui travaillent dans les constructions, par exemple, sur le littoral, dans les restaurants. Mais pensez-vous précisément, Constanța est donc, comme on le disait, un endroit assez particulier qui est habitué historiquement à de l'immigration. D'autres régions de Roumanie sont différentes, même culturellement, mais elles ont, quand on pense à la Transylvanie, c'est vrai que ça a été également une terre d'immigration. Donc vous diriez que vous êtes plutôt positif quant à cet accueil qui sera toujours plus positif, indépendamment des régions. Oui, et je vous donne un autre exemple de notre collègue de Timișoara, où la communauté a été très accueillante et a aidé beaucoup les migrants qui étaient là-bas. Seulement dans cette situation précaire avec la pandémie aussi, parce que c'était beaucoup de gens qui ont été à la rue, et ils n'avaient pas des abris, et comme ça, et la communauté et notre collègue de Timișoara s'était mobilisé et aidé beaucoup les gens avec le vêtement, avec la nourriture, et comme ça. Alors, on va parler un petit peu après de votre association Novapolis, mais avant d'en parler, concernant cet accueil, qu'est-ce que vous aimeriez dire
aux autorités roumaines et aussi à Bruxelles, en tant qu'experte de ce genre de questions, qu'est-ce qui manque d'abord en Roumanie particulièrement? Je ne disais manquer, mais je crois que c'est bien qu'on a un autre paradigme. Parce qu'on parle de migration et quand on gestionne la migration, on gestionne le paradigme de sécurité. On doit protéger nos frontières, on doit faire comme ça. Je crois que c'est bien aussi pour la Roumanie, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble, d'avoir... D'ouvrir cette vision-là et d'être moins dans la... Oui, avoir, je crois, une vision qui est connectée avec le développement. La migration est une opportunité, et c'est une opportunité pour le pays d'accueil, mais c'est une opportunité pour les migrants et sa famille, et aussi pour le pays d'origine. Et ça, et la deuxième chose... Oui, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Quand vous dites que c'est une opportunité aussi pour le pays d'origine, vous faites référence au fait qu'une fois bien installés, précisément ces immigrés enverront éventuellement de l'argent au pays d'origine. Et non seulement ça, parce que oui, il apprend beaucoup de choses. Par exemple, ici, il vient, parce que je ne parle pas seulement des réfugiés ou des personnes qui fait cette migration forcée. Non, parce que le plus migrant, le plus grand nombre, c'est le migration économique. Oui, c'est les personnes qui viennent dans un pays pour travailler, pour étudier et après aller dans le pays et utiliser ce que... et ça, c'est bien. Parce que, et ça je parle parce que la Roumanie, par exemple, c'est un pays qui doit apprendre dans son expérience. Parce que nous sommes un pays d'émigration. Nous avons plus que 4 millions de Roumains qui sont au dehors, en Union européenne, mobile, c'est citoyens mobiles, mais aussi dans l'autre pays du monde. Et c'est pour ça, pour nous, c'était très important comme pays de gestionner cette migration. Oui. Cette migration dans ce point d'une opportunité. Et le considérer, et intégration, le considérer comme une investition. Non, comme un investissement, oui. Donc, maintenant, venons-en à votre association Novapolis. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter une autre chose, parce que c'est très important d'avoir et de poser en pratique notre valeur, parce que les valeurs humanitaires, les valeurs des droits des hommes, parce que pour nous, aussi que pour nous les citoyens européens, roumaines comme ça, et aussi pour notre association, c'est très important, c'est inacceptable, par exemple, que les gens meurent dans leur journée pour avoir arriver en Europe, une vie décente. Ce n'est pas normal. Et nous, comme Européens, on doit faire quelque chose pour ne permettre que ça se passe à notre frontière. Ce n'est pas d'ailleurs. C'est ici, dans notre maison. Et donc, votre association Novapolis s'occupe des questions migratoires, mais pas seulement. Vous faites aussi d'autres choses. Oui. On fait aussi... Elle a été fondée en quelle année, pardon, excusez-moi? 2012. En 2012, d'accord. Oui. Vous l'avez fondée, hein? Vous l'avez fondée. Oui. Et notre expertise, c'est, comme vous avez dit, la migration, mais la migration
non seulement immigration et intégration, mais aussi la mobilité. Par exemple, nous avons un projet très intéressant où nous avons fait avec des autres partenaires de l'Union européenne. On a créé une plateforme électronique et aussi une app qui offre beaucoup une application qui offre beaucoup d'informations pour les citoyens qui sont mobiles. Et c'est pour le roumain, mais aussi pour les citoyens européens. C'est dans l'intérieur. C'est pour les citoyens mobiles. OK. D'accord. Donc, pas nécessairement les immigrés, mais tous les citoyens européens qui veulent changer de pays, qui viennent hors de l'Union européenne ou au sein même de l'Union européenne, ils peuvent se connecter à cette application Eureka. D'accord. Oui, et c'est pour ça qu'on s'occupe beaucoup de la Il y a des offres d'emploi, des choses comme de ce genre, non? Oui, ça va au-delà de comment s'installer. Comment étudier, comment la pension, et le droit social, et comme ça. Les cotisations, comment faire, d'accord. OK. On travaille aussi sur la question de genre. Oui, la question de femmes, l'éducation, mais on fait beaucoup de recherches et d'advocacy. Oui, d'accord, et de conseils. D'accord. Mais c'était possible que c'est très intéressant pour les auditeurs. On gère la réseau national anti-pauvreté de Roumanie, qui est aussi membre de la réseau national d'Europe. D'accord. Et ça avec d'autres associations, je suppose? Oui. Je suis le président de cette réseau national, de ce réseau national qui est membre qui est en connexion avec d'autres... de l'EAPN. D'accord. De l'Europe. De la Direction nationale anti-pauvreté au sein de l'Union européenne. D'accord. D'accord. Très bien. Mais disons qu'aujourd'hui, quand même, Novapolis, c'est l'émigration et les migrants, l'activité principale. C'est le corps. C'est le cœur de... Et selon vous, l'Europe doit-elle s'attendre, on pense évidemment à ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, mais pas seulement, il ne faut pas oublier que la Syrie, ou je pense aussi au Yémen, où ce sont des zones de conflit terribles en ce moment. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle vague importante de migrants? Oui, je crois que si ça, c'est comme la migration, ça, ce n'est pas la question si ou non, mais c'est quand. Oui, quand, oui. Oui, je crois que la réponse est oui, mais je crois que le même, il dépend de la question politique, parce qu'on ne ressemble l'accord Turquie-Union européenne, ou quel accord, quel type d'accord on va faire l'Union européenne avec les pays tiers. Parce que cette vision politique de gérer la migration à la frontière de l'Union européenne. Et c'est ça. Et pour revenir à la Roumanie, si aujourd'hui, c'est vrai que 180 000 migrants, c'est relativement simple à gérer, mais en s'attendant à cette vague ou à ces vagues-là, est-ce que vous pensez qu'il y a un travail en amont, il y a déjà un travail qui est fait au niveau des autorités pour prévoir justement des infrastructures afin d'accueillir ces migrants? Oui, les autorités ont fait des choses, mais c'est beaucoup qui doit encore faire. Parce que on a aussi de places dans le centre d'accueil, mais il y a beaucoup de choses. On a la législation et c'est comme ça, mais c'est beaucoup de choses à faire à niveau local. Parce que
nous avons un pays qui est très centralisé et c'est pour ça aussi il doit faire beaucoup de choses que les autorités travaillent ensemble et la législation et les procédures est mise en depuis Bucarest atteignent toutes les régions. C'est ce que vous voulez dire. non comme ça, mais par exemple, nous avons des centres d'accueil régional, mais ils dépendent de la centre, du centre, oui. Ouais, d'accord, oui. Des décisions centrales, oui. Oui, et c'est pour ça, c'est bien que le migrant se trouve dans la communauté locale. Et c'est pour ça. Et dans une communauté, c'est les choses sont bien parce qu'ils ont accueilli avec les migrants. Dans les autres, ils ont vu depuis 10 migrants. C'est comme ça. Ils connaissent dans la théorie, mais non dans la pratique. Oui. Et précisément en tant que présidente de ce réseau national anti-pauvreté auquel vous faisiez allusion, que pensez-vous je dirais, de la politique générale du gouvernement actuellement? Je parlais avec d'autres personnes qui travaillent dans les associations, qui s'occupent d'aide au développement, enfin d'aide sociale. Et ces personnes me disaient que le gouvernement actuel n'était pas suffisamment conscient de tout ce qu'il faut faire pour aider les plus démunis, et que il n'y avait pas suffisamment de moyens pourvus, et qu'il fallait changer un petit peu de vision. Est-ce que c'est aussi votre sentiment qu'il y a quand même je vous réponds quand je vous répondu sur la vision des migrations. Ce n'est pas les moyens, c'est quand tu utilises les moyens et pour qui. Et beaucoup de temps, les plus vulnérables n'ont pas reçu les moyens qu'ils devraient En fait, pour vous, c'est plus qu'une question. Enfin, les moyens sont là, mais il faut gérer. C'est une question de gestion, une question et puis de volonté politique aussi. Oui. Surtout. Surtout là, parce que les moyens, c'est vrai que surtout avec le plan national de résilience. Enfin, je ne sais pas s'il y aura des budgets pour l'aide sociale. Oui, ce sera, mais on doit, parce que beaucoup de temps en Roumanie. Les moyens existent, la législation existe, mais quand on doit mettre en pratique, oui. Comment vous expliquez, j'entends souvent parler de ce blocage-là, il y a la législation, il y a les moyens financiers, mais à un moment donné, ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Alors, on critique souvent la classe politique, mais... Parce que comme la migration, on est plus, on se focalise sur les procédures, sur ça depuis le gens. Et c'est pour ça la législation n'est pas eu pour. Il n'y a pas suffisamment d'agilité. C'est pour. Trop de procédures. Donc, trop de procédures. Et donc. Le papier, beaucoup de papier comme ça. D'accord. Et aussi, nous avons un discours public et politique que les plus vulnérables sont, comment on dit, coupables. Un petit peu. Coupables pour leur situation. Et c'est pour ça. Et ça, c'est un discours qui est très... qui est très répandu. Oui. Et tout l'entend sur le politicien, sur le ministre, et comme ça. Voilà. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que il dit, OK, il ne veut rien faire, travailler, c'est comme ça. Mais quand les personnes
voient comment se passe le chose, ils voient aussi que la situation, ce n'est pas comme ça. D'accord. Donc, un manque trop de procédures, un manque de volonté politique parce qu'il y a une perception de ces personnes qui demandent de l'aide en tant que coupables plus que victimes. Hein, c'est ça, ce sont ça c'est ce qui risque de porter préjudice à une aide aujourd'hui et puis plus tard pour les éventuels migrants qui vont arriver en Roumanie. Juste une petite question sur ce que... Et aussi, nous avons aussi le discours de faire lutter la catégorie sociale entre eux. Comme les migrants. Le migrant, on vient et nous avons de l'aider et comme ça, et nous avons les moyens financiers pour aider les enfants ou pour aider les personnes âgées. C'est comme ça. Ça c'est toujours un discours. Mais c'est comme je vous dis, ce n'est pas une chose de moyens, c'est une chose de volonté politique et de solidarité et de faire ce que la politique doit faire, servir les gens. Tout à fait. Alors, parlons un petit peu de vous. Vous avez travaillé auparavant pour de grandes organisations d'aide au développement, d'aide sociale en général, telles que l'Organisation internationale pour les migrations ou la Fondation Soros, Open Society. D'où vient votre intérêt pour les questions sociales et humanitaire? Ça vient de loin, c'est-à-dire que depuis toujours, vous avez envie de travailler, vous avez toujours eu envie de travailler dans ce domaine-là? Je crois que si j'ai fini mes études, c'était économique. Je devrais travailler dans une compagnie. Mais déjà, quand vous faisiez vos études en économie, est-ce que vous aviez déjà le sentiment que vous alliez vous diriger, ou alors c'est venu après? Oui, parce que je travaillais quand je faisais aussi mes études. Ah, vous faisiez travailler dans le social déjà? Non, je travaillais dans l'Organisation internationale pour les migrations et j'étudiais. Déjà, d'accord. Déjà. Ah oui, donc voilà, donc ça vient de loin. J'ai commencé à travailler depuis j'étais jeune. Oui, étudiant, oui. Est-ce que c'est... Et j'ai commencé comme un volontiers. Volontaire, oui. Oui, et après, j'ai commencé à travailler et je m'occupais les programmes de l'assistance pour les victimes de trafic de personnes. Le trafic de personnes, d'accord. Et ça, c'est un domaine que vous traitez toujours à travers l'association, ou moins? Un peu, parce que je travaillais dans ce domaine plus de 8 plus de 8 ans. 8 ans, et c'est très difficile. Oui, émotionnellement, c'était... Oui. Par rapport à ça, d'ailleurs, juste une petite question, les choses se sont relativement améliorées, je crois, ou non? Non, je crois que non. Parce qu'il y a eu des prises, disons. Il y a eu je crois que des groupes mafieux qui ont été récemment. Oui. Parce que les autorités, et c'est comme ça, c'est un peu plus... les choses se sont structurées avec l'Union européenne, il y a eu des collaborations pour précisément... je crois que c'était il y a 2 ans, il y a eu des... Mais la trafic, c'est plus grand. Il augmente de toute façon. Oui, c'est beaucoup de personnes qui sont mineures et enfants, et c'est comme ça. Et le trafic interne est très grand. Ouais. Mais il y a vous diriez qu'il y a toujours plus aussi d'associations qui essaient de combattre ce fléau ou... Oui et non. Oui et non. Les autorités ont pris le relais. La cause de trafic, c'est la pauvreté, c'est le même cause. Et c'est bien qu'on fait la prévention, c'est comme ça, mais la première chose qu'on doit faire pour prévenir, c'est le développement. D'accord. L'éducation est comme ça. D'accord.
Iris Alexei, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été très intéressant de parler de ces questions d'actualité et importantes. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 19h15, pour une nouvelle émission du Micro du Soir. Et d'ici là, comme d'habitude, Weekend Placoute. Au revoir. Mulțumesc.